Un homme est abattu au petit matin. Il y avait un impact au milieu du carrelage. Sa femme aussi. Sur les 3 personnes présentes chez les Johnson, 2 n'en sortiront pas vivantes. Le couple n'avait, semble-t-il, aucun ennemi, en apparence seulement. C'était un vrai mystère pour nous. Je le décrirais comme un jeune homme prétentieux et arrogant. La scène de crime décrit une histoire inimaginable. Comme si les preuves parlaient d'elles-mêmes. Voilà comment elle s'est déroulée. Une coiffeuse est agressée dans son propre salon. Un point d'homme contre un visage de femme. Une histoire personnelle? Sans aucun doute. Seul l'un des deux en est sorti vivant. C'est l'affaire la plus fastidieuse sur laquelle j'ai enquêté. Les preuves médico-légales ne correspondent à aucun des suspects. On n'a pas réussi à identifier l'empreinte. Je ne crois pas qu'ils l'attraperont un jour. L'affaire n'avance plus jusqu'à ce qu'un mécanicien vienne révéler un secret. Une petite voix me disait que ce n'était pas fini. Et il va commettre l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire du comté de Spartanburg. Et pour quelle raison? Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Voyez-vous, certaines affaires sont étranges ou insolites. D'autres tortueuses, au point de nous paraître invraisemblables. D'autres encore semblent extraites d'un mauvais roman, tant elles nous semblent alambiquées. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant défie la raison, à tel point que dans un premier temps, les policiers refuseront d'y croire. Elle illustre en effet d'une manière inattendue l'aphorisme de Machiavel qui prétend que le hasard dirige la presque totalité de nos actions, laissant à notre libre arbitre le peu qui reste. Je vous laisse le soin d'apprécier la pertinence de cette pensée. Nichée au cœur des montagnes de l'Idaho, Bellevue est une bourgade paisible où aucun meurtre n'a été commis depuis plus d'une décennie. C'est là que vit la famille Johnson. Alan est paysagiste et sa femme, Diane, travaille comme perceptrice. Alan était passionné de chasse. C'était quelqu'un de formidable. Diane était passionnée de cuisine. Elle passait son temps à mitonner des petits plats. Mais un matin de septembre 2003, la tranquillité de cette petite ville va être ébranlée par une tragédie. Des coups de feu éclatent chez les Johnson. Quand la police arrive, elle trouve Diane Johnson abattue dans son lit. Elle a sans doute été tuée pendant son sommeil. Alan Johnson gît, lui, au pied du lit. La douche coulait toujours. Elle se trouvait juste en face de moi et là, tout de suite, j'ai vu un impact de balle à hauteur de la poitrine dans le carrelage de la cabine de douche. L'arme du crime, une carabine de calibre 264, se trouve par terre. C'est probablement la scène de crime la plus violente que j'ai jamais vue. La fille du couple, Sarah, 16 ans, déclare qu'elle dormait lorsqu'elle a entendu le premier coup de feu. Elle a tout de suite couru jusqu'à la chambre de ses parents. Elle a appelé sa mère, entendu un 2e coup de feu, puis s'est sauvée pour demander de l'aide. Hélas, l'adolescente n'a pas vu l'agresseur. Au pied du lit des victimes, les enquêteurs découvrent 2 couteaux. C'était un vrai mystère pour nous. On avait ces 2 homicides et ces couteaux disposés de cette manière. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un autre couteau est trouvé dans la chambre de Matthew, 22 ans, qui était alors à l'université. Les portes de la maison n'étant jamais fermées à clé, il n'y a pas eu d'effraction et rien n'a été volé. Sur la propriété, les Johnson possédaient aussi une dépendance qu'ils louaient. À l'intérieur, posée sur le lit, la police trouve une lunette, celle de l'arme du crime. Le locataire est un certain Mel Spiegel, 40 ans. Il est absent. On a découvert que l'arme du crime appartenait à Mel Spiegel. Mel Spiegel est désormais le suspect numéro 1. Le shérif Walt Femling donne l'ordre à ses adjoints de boucler le périmètre et d'immobiliser le camion poubelle qui circule dans le quartier. J'ai crié à l'un de mes adjoints de stopper le camion et la collecte. Laissez ça là. Le camion poubelle était juste à côté et a failli emporter les preuves.
Dans la poubelle à l'extérieur de la maison se trouvent des indices bien plus précieux que tout ce que la police a pu trouver à l'intérieur. Dans la poubelle extérieure, il y avait un peignoir rose et à l'intérieur du peignoir, une paire de gants en cuir, une autre de gants en latex et une balle de calibre 25. La balle ne correspond pas à celle utilisée dans les meurtres. Il semble toutefois que le tueur ait jeté tous ces objets à la poubelle avant de s'enfuir. L'arme du crime, un fusil de chasse très puissant, appartient au locataire des Johnson, Mel Spiegel, lequel est introuvable. Mel Spiegel louait cette maison depuis des années. Il était très proche d'Alan et de Diane. Il était électricien. Dans les heures qui suivent les meurtres, les enquêteurs localisent Spiegel à Boise, dans l'Idaho, à 250 km du domicile des Johnson. Il est en famille pour le week-end, un alibi confirmé par ses proches. Les enquêteurs se trouvent face à une énigme. Je la résume en quelques mots. Alan et Diane Johnson vivent paisiblement dans une bourgade de l'Idaho. Alan est paysagiste et possède son entreprise. Diane est employée dans une clinique. Le couple a 2 enfants, Matthew, 22 ans, étudiant dans une autre ville, et Sarah, 16 ans, qui vit sous leur toit. Un matin, cette dernière entend des détonations et découvre le corps sans vie de ses parents. Ils ont été abattus à quelques secondes d'intervalle. L'arme du crime, une carabine, a été abandonnée près d'un cadavre. Elle appartient à Mel Spiegel, un électricien âgé d'une quarantaine d'années, locataire d'une maisonnette appartenant au couple. En fouillant le camion poubelle qui parcourt la ville, les policiers découvrent au milieu des ordures un peignoir rose, des paires de gants en cuir et en latex et une cartouche. Devenu le suspect numéro 1, Mel Spiegel est rapidement disculpé puisqu'au moment du drame, il passait le week-end en famille à 240 km de la scène de crime. Spiegel déclare que son fusil était rangé dans le placard lorsqu'il est parti pour Boise. J'ai demandé à Spiegel s'il avait des soupçons sur quelqu'un et c'est lui le premier qui m'a parlé de Bruno Santos. Bruno Santos sort avec la fille des Johnson, Sarah, âgée de 16 ans. Bruno Santos était un immigré clandestin de 19 ans, un gosse paumé associé à plusieurs petits délits liés à la drogue. C'est le genre d'individu qu'un père n'a pas vraiment envie de voir épouser sa fille, à cause de la vie oisive et sans but qu'il mène. Les enquêteurs apprennent qu'une altercation a eu lieu entre Alan Johnson et Bruno Santos quelques jours avant le double meurtre. Sarah avait dit à ses parents qu'elle allait dormir chez une amie, mais ils ont découvert qu'elle allait en fait passer la nuit avec Santos. Alan Johnson est furieux et il demande à son beau-frère, James Vavold, de venir avec lui chez Santos. Je lui ai dit, ça ne va rien arranger de faire des histoires en allant corriger le gamin. Alan ordonne à Santos de rester loin de sa fille et il reconduit Sarah chez eux. J'étais dans la cuisine avec Diane et je lui ai demandé s'ils s'aimaient. Elle a répondu, elle me dit que oui. Alors j'ai dit, s'ils s'aiment, tu ne pourras pas les empêcher de se voir. Les Johnson menacent aussi Santos de déposer plainte contre lui pour viol sur mineur s'il ne cesse pas de voir leur fille. Il suffisait d'une seule arrestation et c'était le retour au Mexique. C'était un mobile suffisant pour qu'il ait envie de s'occuper personnellement de Diane et d'Alan. Les enquêteurs décident d'interpeller Bruno Santos pour l'interroger. Je le décrirais comme un jeune homme prétentieux et arrogant, un peu caractériel même parfois, pas facile à gérer. Il m'a dit qu'il avait proposé, ou plutôt demandé à Sarah de l'épouser et qu'elle avait dit oui. Bruno et sa mère déclarent qu'ils étaient en train de dormir chez eux le matin du double meurtre, mais personne ne peut confirmer cet alibi. Il était plutôt coopératif à ce moment-là, mais à mesure qu'on l'a poussé dans ses retranchements, son attitude a changé. On a pensé à Bruno en premier. Il était en conflit avec Diane et Alan et on s'est dit qu'il les avait éliminés pour pouvoir vivre avec Sarah.
Les enquêteurs trouvent aussi des indices prouvant que Santos a bravé l'interdiction des Johnson en continuant de voir Sarah, allant même jusqu'à avoir des relations sexuelles avec leur fille sous leur propre toit. Ça a été confirmé parce qu'on a trouvé du sperme du jeune homme sur les draps du lit de Sarah. On savait donc qu'il s'était trouvé dans cette maison. C'était le suspect principal parce qu'on cherchait quelqu'un qui connaissait la maison, pouvait y accéder et qui avait l'opportunité de le faire. Le shérif obtient un mandat pour perquisitionner le domicile des Santos. On a pris ses vêtements, on a pris ses chaussures, on a pris son ADN. À l'hôpital, on lui a curé les mains, prélevé des cheveux, bref, tout ce qu'il faut pour faire une analyse ADN. Les enquêteurs cherchent à savoir jusqu'où Bruno Santos était capable d'aller pour continuer de fréquenter Sarah Johnson. Après le double meurtre d'Alan et de Diane Johnson, Bruno Santos est le principal suspect. Bruno ayant 19 ans et Sarah 16 ans, les Johnson ont à plusieurs reprises interdit au jeune homme de revoir leur fille. Mais Santos ne les a pas écoutés. Pour savoir si Bruno était impliqué ou pas, on a analysé quasiment tout ce qu'il avait sur lui ce jour-là et le lendemain quand on l'a arrêté. On n'a trouvé ni ADN, ni empreinte digitale, rien qui prouve sa présence sur la scène de crime. Et ses habits ne portaient aucune trace du sang ou de l'ADN d'Alan et de Diane. Bruno Santos est donc rayé de la liste des suspects. Ayant épuisé toutes les autres pistes, les enquêteurs commencent à s'intéresser de plus près à la fille des Johnson, Sarah. Plus quoi? D'enfants. Plus d'enfants? Plus du tout. Ils apprennent que Sarah prenait des antidépresseurs et qu'elle avait une relation houleuse avec sa mère. Au point où ils en sont dans le déroulement de leur enquête, les policiers focalisent leurs recherches sur Sarah, la fille du couple assassiné, et sur Bruno Santos, avec lequel elle entretient une liaison amoureuse. Mais aucun indice ne laisse penser que le garçon soit impliqué dans le double meurtre. Par contre, le comportement de l'adolescente intrigue les enquêteurs. L'inconcevable s'est-il produit? Sarah a-t-elle massacré ses parents dans le seul but de vivre sans contrainte avec son amant? Elle n'avait pas l'air d'éprouver le moindre chagrin. Pas du tout. Comme si la mort de son père et de sa mère ne l'affectait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était de sortir avec ses amis ou de se faire les ongles. C'était quand même plutôt bizarre comme attitude. Ces éléments conduisent les enquêteurs à envisager l'impensable. Sarah Johnson, agissant seule, aurait assassiné ses parents. Je n'arrivais pas à concevoir qu'une fille de 16 ans puisse commettre ce genre de crime. Et c'est sans doute ce qui a été le plus difficile pour moi, me faire à l'idée qu'une adolescente soit capable de perpétrer un acte aussi abominable. Les enquêteurs savent que Sarah possède un double des clés de la maison d'amis occupée par Mel Spiegel. Sarah faisait le ménage pour Mel dans sa maison. On pense donc qu'elle savait que les armes étaient rangées dans le placard. Lorsque le shérif a interrogé Sarah la première fois, il a noté des incohérences dans sa version des faits. Elle a déclaré qu'elle dormait au moment du premier coup de feu et que la porte de sa chambre était fermée. On a trouvé des traces du sang et des fragments du crâne de Diane dans la chambre de sa fille, sur un mur à une dizaine de mètres de distance. La porte de Sarah Johnson était ouverte. On a trouvé des fragments d'os à l'intérieur de sa chambre et des traces de sang au niveau des charnières. Les deux portes étaient donc ouvertes et il y a un couloir entre les deux. La porte était forcément ouverte, contrairement à ce qu'elle avait dit. Mais il ne s'agit là que d'une incohérence, pas d'une preuve de culpabilité. Cette affaire allait être très difficile à défendre devant un jury. Il n'y avait aucun élément permettant d'établir avec certitude la culpabilité de Sarah, et donc on a dû prendre en compte les éléments un par un. L'élément susceptible d'être le plus probant était la tenue, un t-shirt et un bas de pyjama que Sarah portait le matin du double meurtre. À l'arrivée de la police, Sarah n'avait pas de sang sur elle.
On a passé au luminol le moindre centimètre carré de son pyjama, haut et bas, et on n'a rien trouvé. Les experts s'intéressent à présent au peignoir de bain rose trouvé dans la poubelle le matin des meurtres. Des proches de Sarah attestent qu'il lui appartient. Rod Englert examine le vêtement à l'aide d'un microscope ultra puissant. Il constate, non sans étonnement, qu'il n'y a pas de projection de sang à l'avant du peignoir. Il le retourne et découvre des centaines de gouttelettes résultant d'une projection de sang à haute vitesse du type de celle que peut générer un fusil de chasse. On obtient des tas et des tas de petites taches minuscules, comme des petites touches au pinceau, très nombreuses, plus petites que ça même, simplement superposées couche après couche, particulièrement quand le tir a été puissant. Les analyses ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Diane et d'Alan Johnson. Preuve que le tueur portait le dos du peignoir devant. Les indices semblaient nous dire « voilà ce qui s'est passé ». C'était la seule explication. Reste aux enquêteurs à prouver que Sarah portait bien ce peignoir le matin des meurtres. Pour cela, ils font analyser le t-shirt qu'elle portait ce matin-là. Sarah Johnson portait un t-shirt bleu en coton taché de peinture verte. J'ai suggéré qu'on l'examine pour voir si oui ou non de la peinture verte était aussi présente sur le peignoir. Les scientifiques prélèvent des échantillons sur le t-shirt ainsi que des fibres de l'intérieur du peignoir qu'ils examinent au microscope à balayage électronique. Ils constatent qu'il y a de la peinture sur le t-shirt et sur le peignoir qui ont exactement la même composition chimique. Mes soupçons se sont révélés fondés. Il y avait bien eu transfert de la peinture du t-shirt sur les fibres du peignoir rose. Preuve que Sarah portait le peignoir de bain par-dessus son t-shirt. Enfin, les enquêteurs analysent les gants trouvés dans la poubelle. Quand on manipule quelque chose, on y laisse des traces de graisse et des résidus de peau, lesquels contiennent des cellules de peau qui sont le plus souvent une bonne source d'échantillons d'ADN. Les experts tamponnent l'intérieur des gants et trouvent l'ADN d'une seule personne. C'est à Sarah qu'appartenait l'ADN prélevé sur les gants en latex. Tous les vêtements trouvés dans la poubelle sont alors examinés pour rechercher des résidus de poudre, un gaz généré par le coup de feu qui peut venir se déposer sur le tireur. On a envoyé le peignoir, on a envoyé le gant en cuir et on a envoyé le gant en latex à un laboratoire de Chicago, Macron et Associés. Là, ils ont pu déceler des résidus de poudre sur l'ensemble des 3 éléments. L'épreuve médico-légale accable Sarah Johnson. L'intérieur du peignoir qu'elle portait le matin du drame est constellé de taches de sang. Des transferts de fibres du t-shirt qu'elle portait indiquent sans ambiguïté que c'est elle qui portait le peignoir. Les gants en cuir et en latex retrouvés dans la benne du camion poubelle contenaient des cellules épithéliales à partir desquelles son profil ADN a pu être établi. Enfin, comme si ces preuves ne suffisaient pas, des résidus de tir ont été décelés sur les gants et le peignoir. Mais les enquêteurs s'interrogent encore. Pourquoi n'y avait-il pas de sang sur les cheveux de Sarah lorsqu'elle s'est ruée chez ses voisins? Avait-elle un bonnet sur la tête? Et qu'en a-t-elle fait? Sarah n'avait aucune trace de sang visible sur elle. Ils vont bientôt découvrir pourquoi. Les enquêteurs ont découvert que Sarah se disputait violemment avec ses parents au sujet de sa relation avec son petit ami âgé de 19 ans, Bruno Santos. Les parents de Sarah menaçaient de déposer une plainte pour viol sur mineur contre Santos et de le faire expulser si tous les deux ne cessaient pas de se voir. D'après l'accusation, Sarah aurait choisi le meurtre comme réponse à l'interdiction de ses parents. En octobre 2003, Sarah Johnson est inculpée comme une personne majeure. Sarah, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour le meurtre de vos parents, Diane et Alan Johnson.
Vous êtes inculpé des 2 meurtres. Vous êtes en état d'arrestation. D'accord? Levez-vous. C'était triste, parce que c'est une adolescente de 16 ans qui a fait ça. C'est triste pour toutes les personnes concernées. Le procès de cette adolescente qui a assassiné ses parents défraie la chronique. Il y avait 3 personnes au domicile des Johnson. Le matin où Alan et Diane ont été tués, 2 d'entre elles n'en sont pas sorties. Une seule est en vie. Cette personne est assise juste là. Il s'agit de Sarah Marie Johnson. Lors du procès, l'accusation présente une grande quantité de preuves scientifiques et circonstancielles prouvant que Sarah a tué ses parents. Elle rêvait d'une vie de grand luxe pour elle et son petit ami. Il comptait se marier et elle lui a demandé « Ça te dirait une grande et belle maison ?» Avec l'assurance vie de ses parents et son héritage, elle se voyait déjà mener la belle vie. Elle allait pouvoir goûter à cette vie de bonheur sans fin à laquelle seule une adolescente de 16 ans peut probablement croire. Le procès connaît un revirement inattendu. Le petit ami de Sarah, Bruno Santos, choisit de témoigner en faveur de l'accusation, principalement pour faire la démonstration qu'il n'a rien à voir avec les meurtres. Il a déclaré sous serment que Sarah avait parlé du fait qu'elle détestait son père et aussi de son projet de le tuer parce qu'il n'appréciait pas leur relation. Le procureur pense que Sarah a choisi d'éliminer ses parents plutôt que d'arrêter de fréquenter Bruno Santos. Elle savait que le locataire de la maison d'amis de ses parents possédait un fusil de chasse. Elle a donc attendu qu'il s'absente un week-end pour le dérober. Le matin du double meurtre, Sarah enfile son peignoir, le dos devant, ainsi qu'une paire de gants et un bonnet de douche. Après avoir entendu son père entrer sous la douche, elle pénètre dans la chambre et abat sa mère d'un coup, à bout portant. Le sang projeté atteint la chambre de Sarah, ce qui contredit son récit selon lequel elle y dormait, avec la porte fermée. Son père entend le coup de feu, il se précipite alors dans la chambre. Et Sarah l'abat d'une balle en pleine poitrine. La jeune fille essaie d'induire les enquêteurs en erreur en déposant des couteaux au pied du lit de ses parents pour leur faire croire que les meurtres sont liés à une histoire de gang. Elle jette le bonnet de douche dans la cuvette des toilettes où les plombiers le retrouveront plusieurs semaines plus tard. Elle jette les gants et le peignoir à la poubelle. Puis elle court chez les voisins pour signaler le meurtre de ses parents, sans la moindre goutte de sang visible sur elle. Mais elle a déjà laissé plus d'indices qu'il n'en faut derrière elle. Si cette poubelle avait été ramassée, on aurait perdu le peignoir et les gants contenant l'ADN de Sarah. Sarah avait une fascination pour les histoires de crimes et du fait de ses connaissances grâce aux romans, à la télévision, elle savait parfaitement ce qu'était une preuve et comment s'en débarrasser. Et c'est probablement ce qui l'a amenée à faire certaines des choses qu'elle a faites. Sarah Johnson est reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Elle est condamnée à 2 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne sortira jamais de prison. C'était un sentiment mitigé. J'étais content qu'il l'ait déclarée coupable parce que j'étais convaincu qu'elle l'était, mais c'est dur de voir un proche dans cette situation. Ce qui est arrivé était difficile à croire, pour les jurés, comme pour les enquêteurs. Cependant, les preuves médico-légales ne laissaient subsister aucun doute sur le fait que Sarah a assassiné ses parents. S'il n'y avait pas eu ce peignoir avec le gant en cuir et tout le sang, je ne pense pas qu'on aurait pu juger cette affaire sans que le jury n'invoque le doute raisonnable. Les preuves circonstancielles seules ne sont pas suffisantes pour inculper quelqu'un. Il faut apporter des preuves médico-légales parce qu'il s'agit quand même d'une accusation très grave de meurtre, avec préméditation. Je me demande ce qui a pu passer par la tête de Sarah lorsqu'elle était en train de commettre ce crime abominable.
Et je me demande surtout comment elle a pu faire ça à ses parents. Effectivement, c'est une terrible question que nous nous posons en conclusion de cette affaire. Comment une fille de 16 ans peut-elle froidement assassiner ses parents dans le seul but de régler un conflit relationnel qui, de toute façon, aurait été réglé d'une manière ou d'une autre? Selon le psychiatre Philippe Jamet, la crise de l'adolescence provoque une tension paradoxale. L'adolescent ressentant à la fois la peur d'être abandonné et celle d'être infantilisé par des parents surprotecteurs. Mais pour douloureux qu'il soit, ce passage de l'enfance à l'âge adulte n'entraîne généralement pas de violence physique. Et il est exceptionnel qu'il dégénère en folie meurtrière. En 2009, aux États-Unis, John Caudle, un garçon de 14 ans, avait abattu sa mère et son beau-père pour ne plus avoir à s'acquitter des tâches ménagères. Et Tyler Hadley, un adolescent de 17 ans, il avait frappé à mort ses parents à coups de marteau afin de pouvoir organiser à sa guise une fête dans la maison familiale. Sachez encore, pour terminer, que lors du procès, Bruno Santos, le petit ami de Sarah, a témoigné contre elle, dans le but, sans doute, de s'éviter une procédure d'expulsion, puisqu'il séjournait aux États-Unis illégalement. Il est tard. La nuit tombe et une jeune femme s'apprête à fermer son salon de coiffure. Soudain, la lumière est brusquement coupée. Quelques bruits sourds se font entendre. Un homme saute par une fenêtre et prend la fuite au volant d'une voiture. Il faudra 11 ans aux enquêteurs et un extraordinaire concours de circonstances pour résoudre ce casse-tête. En cette chaude soirée de juillet 1995, en Caroline du Sud, une femme qui attend qu'on vienne la chercher en voiture est témoin d'un incident étrange. Elle voit un homme sauter par la fenêtre d'un salon de coiffure et s'enfuir en courant. Elle appelle immédiatement la police. L'adjoint est arrivé en se disant qu'il allait enquêter sur un cambriolage dans un salon de coiffure. Il entre et c'est le noir complet. Il a une lampe torche. Il promène le faisceau de la lampe torche dans tous les coins. Il fait le tour, il regarde bien partout et il ne voit rien. Mais dans la pièce du fond, il découvre une femme allongée par terre. Elle a été assassinée. Ça a vraiment dû être une découverte terrifiante. Le tueur s'était servi d'une sangle qu'il avait passée autour du cou de la victime avant de la pendre à un chauffe-eau. Le vol n'était pas le mobile. Le portefeuille de la victime était encore là. L'argent était toujours dans la caisse. Sa voiture n'avait pas bougé de place. Apparemment, il s'agissait d'une agression sexuelle. La victime est identifiée. Il s'agit de Dana Satterfield, 27 ans, la propriétaire du salon de coiffure. Elle était mère de 2 jeunes enfants. Elle travaillait dans la coiffure depuis 7 ans et était propriétaire de ce salon depuis 3 ou 4 ans. En fait, c'était un mobile-home transformé en salon de coiffure. Le meurtre a été commis aux environs de 20h30 quand le salon était encore ouvert, bien que le registre indique qu'aucun rendez-vous n'avait été pris à cette heure-là. Je pense qu'elle essayait généralement de partir avant qu'il fasse nuit, mais il n'était pas rare qu'elle travaille aussi tard. Le témoin oculaire, Diane Harris, décrit l'homme comme étant de type caucasien, mesurant environ 1,75 m, vêtu d'un jean et d'un t-shirt gris. Elle avait bien noté la taille et bien sûr, le critère de l'origine ethnique est très important. Il permet d'écarter une large partie de la population. À partir de la description du témoin, un dessinateur de la police établit un portrait robot qui est diffusé aux médias. Un autre témoin dit avoir remarqué un véhicule suspect dans le quartier. Il a vu une Ford Bronco bleue et blanche garée devant le bâtiment d'une entreprise. Il l'a remarqué parce qu'il avait travaillé là. L'entreprise était fermée et il savait que ce véhicule n'avait rien à faire là. À l'intérieur du salon, les enquêteurs mettent de la poudre pour relever les empreintes. Ils se concentrent sur le chauffe-eau auquel le tueur avait pendu le corps de Dana. La surface était dure et très lisse. La poudre allait faire ressortir des empreintes. C'est très facile d'en relever sur une surface comme celle-là.
Ils trouvent une empreinte très nette. Un inspecteur a dit « La personne à qui appartient cette empreinte est incontestablement le tueur ». Je me suis dit « Incontestablement, c'est peut-être un peu fort. » Comment tu le sais? Il a dit que vu la façon dont le nœud avait été fait, il fallait avoir posé la main là pour le faire. La conclusion est surprenante. L'empreinte sur le chauffe-eau appartient au mari de Dana, Mike Satterfield. Le couple, qui avait 2 jeunes enfants, venait récemment de se séparer. Tous les indices relevés sur la scène de crime laissent penser que l'agresseur connaissait Dana. Il lui en voulait tout particulièrement. C'était un crime brutal et plein de haine. Le mari de Dana possède-t-il un alibi? D'après les preuves, les enquêteurs pensent que le tueur est entré dans le salon de coiffure de Dana Satterfield juste avant la fermeture. Il a fermé la porte et a éteint la lumière, avant de traîner Dana dans la buanderie, où il l'a étranglée. Quand on a une mère de 2 enfants tuée de cette façon, que son corps est mis en scène comme ça, abandonné dans un tel état, aussi abîmé, je savais que les inspecteurs qui travaillaient sur cette affaire voulaient la résoudre, coûte que coûte. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la strangulation est la cause de la mort. De plus, il constate qu'elle a été violée. Dès qu'un profil ADN a pu être établi, ils ont commencé à rechercher un suspect potentiel. Suite à la plainte d'une victime d'agression sexuelle qui réclamait une méthode de prélèvement biologique moins traumatisante et invasive, les kits de viol ont été mis au point à partir des années 1970 par Louis Vitullo, un sergent de la police de Chicago, devenu le chef du laboratoire criminel de la ville. Ces kits contiennent un scalpel, des sachets sécurisés en plastique, des écouvillons stérilisés, des plaquettes de verre, des étiquettes, des enveloppes et des scellés. Après l'adoption d'une loi fédérale renforçant les moyens d'investigation et les sanctions contre les prédateurs sexuels, l'usage des kits s'est répandu sur tout le territoire américain et dans d'autres pays. Le corps de la victime lui-même était la scène de crime principale et la plus révélatrice qu'on avait à notre disposition, suivie de la salle de bain. Les enquêteurs découvrent une empreinte sur le chauffe-eau près du corps de Dana. C'est celle de son mari, Mike, dont elle était séparée. Ça n'allait plus très bien entre nous à l'époque. Elle s'était installée dans une autre maison à environ 800 mètres de la nôtre. Les enfants étaient restés ici avec moi et elle était là-bas. Mike déclare qu'il était avec ses enfants au moment où le meurtre a été commis. Bien sûr, on était avec lui ce soir-là quand l'agent de police a appelé. Il a parlé avec elle, puis il nous a emmenés au commissariat. Il était inconcevable que mon père ait fait ça ou ait quelque chose à voir là-dedans. La présence de l'empreinte de Mike sur le chauffe-eau a une explication logique. Il a effectué toutes les réparations. C'est moi qui ai installé le chauffe-eau et qui faisais l'entretien. Je me suis occupé de tout. Il n'y a rien. Absolument rien. Pas le moindre élément de preuve indiquant que Mike Satterfield ait eu quelque chose à voir avec ce meurtre. Rien du tout. Et manifestement, Mike Satterfield ne correspond pas à la description de l'homme que le témoin a vu sauter par la fenêtre du salon de coiffure. C'est un homme très costaud, sans vouloir lui manquer de respect. Il n'aurait pas pu passer par cette fenêtre. Mike aurait fait un trou dans le mobil-home s'il avait essayé de passer par là. Il vous le dirait aussi. Les enquêteurs trouvent d'autres empreintes sur la scène de crime, dont une dans les traces de sang de Dana. Toutes les empreintes sont transmises à la base de données fédérale des empreintes digitales. La base de données contient les empreintes digitales de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations en Caroline du Sud. Les empreintes sont numérisées et apparaissent sur notre écran. Les enquêteurs sont persuadés que l'empreinte sanglante va leur donner une piste. Malheureusement, il n'y a aucun résultat. On n'a pas réussi à identifier l'empreinte et pourtant, il y a eu une quantité incroyable de vérifications pour de possibles correspondances. Des enquêteurs expérimentés ont été recrutés pour travailler sur cette affaire en particulier. La recherche de la Ford Bronco bleue et blanche fait surgir un grand nombre de possibilités.
C'était un véhicule très spécifique, une Ford Bronco bleue et blanche avec jantes Saw Blades. Pas un modèle unique, mais rare. Je croyais qu'il n'y en avait pas beaucoup comme ça, mais apparemment, il y en avait davantage que ce que j'avais imaginé. La police vérifie tous les véhicules correspondant à la description, sans résultat. Chaque fois que mon frère et moi on voyait une Bronco passer, il fallait appeler. On devait dire à mon père, « Papa, on a vu une Bronco, tu dois appeler. » Les pistes s'écroulent une à une, l'affaire piétine. Une année s'écoule sans que rien de nouveau ne se produise. Puis, la police a un coup de chance. Un homme incarcéré raconte aux autorités que son codétenu, Russell Trevor Quinn, 29 ans, parle souvent d'une Dana Satterfield. Il parlait tout le temps de Dana pour dire qu'elle était très séduisante. Il y a une chose très intéressante qui se passe en prison, c'est que de nombreux détenus cherchent à communiquer des informations pour bénéficier d'un allègement ou d'une réduction de peine. Et là, son codétenu n'a pas gardé ses confidences pour lui. Il est allé en parler à la police. Quinn a été incarcéré pour un crime qui présente des similitudes avec le meurtre de Dana. Il avait été incarcéré pour avoir violé une femme qu'il avait attachée à un arbre. Quinn était libre au moment où Dana a été tuée et il correspond à la description du tueur faite par le témoin. La police a pris une photo lors de son arrestation et l'a placée parmi d'autres photos qu'ils ont montrées à Diane Harris, l'unique témoin oculaire. Parmi toutes ces photos, Diane a reconnu Russell Trevor Quinn comme étant la personne qu'elle avait vue ce soir-là. L'une des amies de Dana a dit « J'ai déjà vu cet homme dans le salon de coiffure auparavant ». Et la police a fait le lien entre lui et un véhicule similaire à celui aperçu près de la scène de crime. Mais ceci aboutit de nouveau à une impasse. Son ADN ne correspond pas à celui qui a été prélevé sur la victime. Russell Trevor Quinn représentait un grand espoir pour les inspecteurs. Pour eux, c'était le suspect idéal, mais finalement, ce n'était pas lui le coupable. 11 ans ont passé. Et le meurtre de Dana Satterfield n'a toujours pas été résolu. Les rares pistes explorées ont toutes abouti à un échec. Et la police commence à douter d'être en mesure de boucler un jour cette affaire. Mais contre toute attente, et grâce à un hasard extraordinaire, Ashley, la fille de la victime, va recueillir un témoignage déterminant qui va contribuer à envoyer l'assassin de sa mère devant un tribunal. Il n'y a pas de prescription concernant les affaires de meurtre. Elles ne sont jamais officiellement classées. Mais plus les années passent, plus les affaires non résolues sont difficiles à élucider. C'est le cas de l'affaire Dana Satterfield. C'est l'affaire la plus difficile sur laquelle j'ai enquêté. Pendant 10 ans, les inspecteurs Rick Gregory et Thomas Smith ont continué à travailler sur l'affaire en suivant des pistes potentielles. La plupart des enquêteurs de la brigade criminelle ont toujours un dossier qui leur tient plus à cœur que d'autres. On avait 2 boîtes à archives pleines de documents. Il y avait au moins 400 pistes à explorer. Les gens venaient me voir en me demandant s'ils l'avaient attrapé ou s'il y avait du nouveau. Je leur disais, je sais qu'ils travaillent toujours sur l'affaire, mais je ne crois pas qu'on l'attrapera un jour, parce que je pensais vraiment qu'ils ne l'auraient pas. Ashley Satterfield avait 8 ans quand sa mère a été assassinée. À présent, elle en a 18, va à l'université et tente de reconstruire sa vie. Un jour, Ashley conduit sa voiture dans un garage pour la faire entretenir. Cette visite va totalement changer le cours de l'enquête. Cette fille est arrivée avec une petite voiture rouge pour faire une vidange. J'ai dit, mais elle est déjà venue il y a 15 jours. Et là, on m'a répondu, c'est Ashley Satterfield. Tu sais, Dana Satterfield qui a été assassinée à Roebuck, eh bien, c'est sa fille. J'ai dit, sa fille? Je ne savais pas qu'elle avait des enfants. Cet homme qui a tenu à garder l'anonymat à ce moment-là est mécanicien. Il sait quelque chose au sujet du meurtre de Dana Satterfield. Rien que le fait d'avoir vu Ashley, de savoir que la victime était sa mère, je devais l'aider à tourner la page. 10 ans plus tôt, un soir, alors que le mécanicien est encore au lycée, son ami Jonathan Vick le ramène chez lui en voiture. Vick conduit alors une Ford Bronco bleue et blanche, semblable à celle qui était garée près de la scène de crime.
Je vais aller me faire couper les cheveux ce soir. Te faire couper les cheveux? Il a dit qu'il allait se faire couper les cheveux. Je lui ai demandé où. Il était déjà très tard et il a répondu chez Dana. Je ne connaissais pas son nom de famille. Elle est super sexy. Si tu le dis. C'est clair, c'est vraiment une bombe. Tu vois rien ou quoi? Bon, moi, tu sais... Vic prétend qu'il n'y a pas que la coupe de cheveux qui l'intéresse. Je vais la brancher. Tu vas lui demander de sortir avec toi? Ouais, alors? T'es sérieux, là? Ouais? Je me suis moqué de lui et ça l'a vexé. Il m'a dit, quoi, tu crois que j'ai aucune chance avec elle? J'ai rigolé. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, mec. Plus tard, lorsqu'il entend parler du meurtre de Dana Satterfield, il se demande si Jonathan Vick est impliqué. Si vous lui demandez, il vous dira qu'il ne pouvait pas croire que son ami ait fait ça. Il ne pouvait vraiment pas y croire. Voilà un gamin de 17 ans, sans casier judiciaire, qui fait partie de ses meilleurs amis. Et il va commettre l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire du comté de Spartanburg. Et pour quelle raison? Pourquoi? Juste après le meurtre de la jeune femme, il a passé un appel anonyme à la police et leur a parlé de la conversation qu'il avait eue avec Jonathan Vick. Il leur a également dit que Vick conduisait une Ford Bronco, bleue et blanche. À l'époque, la police soumet Jonathan Vick et sa mère à un interrogatoire plutôt musclé. Les enquêteurs ont interrogé sa mère à 6 reprises concernant le véhicule. Où se trouvait-il ce soir-là? Qui s'en était servi? La famille a commencé à en avoir assez qu'on lui demande si c'était leur Ford Bronco, si c'était bien leur voiture. Ils sont même allés jusqu'à faire une pancarte qui disait « Ce n'est pas le véhicule recherché » et à la placarder sur la Bronco. C'est vous dire combien de personnes ont dû les contacter pour leur en parler. La police dépose même une requête pour obtenir un échantillon de l'ADN de Jonathan Vick. Mais le tribunal refuse, sous prétexte que le fait de conduire un véhicule similaire à celui vu près de la scène de crime ne constitue pas une cause probable suffisante. Mais où est la cause probable impliquant Jonathan Vick à ce moment-là? Il n'y en a pas. La police abandonne donc son enquête concernant Jonathan Vick. Il y a eu une période où je me suis dit qu'il l'avait peut-être innocenté. Mais une petite voix me disait que ce n'était pas fini. Il y avait un truc qui clochait. 10 ans après, cet homme, l'ami de Jonathan Vick, appelle une nouvelle fois la police et insiste pour qu'ils enquêtent sur lui à propos du meurtre de Dana Satterfield. Et exactement comme la première fois. Je ne voulais pas leur donner mon nom. Mais sans son nom, la police ne peut pas déposer une requête pour obtenir un échantillon d'ADN de Jonathan Vick. Vous en conviendrez, ce témoignage est pour le moins déconcertant. Car quelques jours seulement après le drame, les policiers auraient pu confondre le meurtrier et le déférer devant un tribunal. Mais en l'absence de preuves matérielles, le juge avait alors estimé illégal de soumettre Jonathan Vick à une recherche d'ADN. Cet excès de zèle, ou cette négligence, enterrera l'affaire. 10 ans plus tard, par compassion pour la fille de la victime, le garagiste réitère sa dénonciation. Mais une fois encore, il choisit de le faire anonymement. Et une fois encore, cette attitude gèle la poursuite de l'enquête. Le meurtrier présumé de Dana Satterfield va-t-il une fois de plus échapper à la justice? Les policiers sont impuissants tant que le témoin refusera de se démasquer. Les enquêteurs se retrouvent donc à la case départ, tout en se demandant ce que cet informateur anonyme a à cacher. Après 10 longues années d'attente, le procureur dispose désormais d'un témoin qui affirme savoir ce qu'il s'est passé le soir où Dana Satterfield a été assassinée. Le témoin affirme que Jonathan Vick, âgé de 17 ans à l'époque, lui a proposé de le ramener chez lui après les cours. Vick a dit qu'il allait se faire couper les cheveux au salon tenu par Dana. Vick a également reconnu qu'il fantasmait sur Dana, une femme de 10 ans son aînée, à qui il comptait demander de sortir avec lui. Vick est entré dans le salon de coiffure de Dana vers 21h30. C'était presque l'heure de fermeture. Le procureur pense que Vick a fait des avances à Dana, qui les aurait refusées, pensant peut-être qu'il plaisantait.
C'est là que Vic a fermé la porte à clé, qu'il a éteint la lumière avant d'agresser Dana. Après avoir violé la jeune femme, il l'a étranglée. Pour une raison incompréhensible, il a décidé de sortir en passant par la fenêtre, ce qui a attiré l'attention du témoin, Diane Harris. Cette dernière a donc pu le voir distinctement. Le portrait robot établi à la suite de cette brève rencontre est d'une ressemblance remarquable. C'était vraiment très proche du physique de Jonathan Vick. On ignorait simplement si ses cheveux étaient de couleur claire ou foncée. On a dû trouver des témoins qui nous ont dit que Vick teignait les pointes de ses cheveux à l'époque. Quant au fait que les empreintes digitales de Vick n'étaient pas dans le salon, les enquêteurs disent que ça arrive très souvent. Ce n'est pas parce que quelqu'un touche quelque chose qu'il va forcément laisser une empreinte. De nombreux facteurs entrent en jeu. Si la peau est plus ou moins grasse à ce moment-là, le type de surface que l'on touche. Finalement, l'informateur anonyme explique pourquoi il a attendu toutes ces années avant de se présenter à la police. Il dit que Vick aurait menacé de le tuer s'il disait à la police ce qu'il savait sur le meurtre. Il ne m'a pas dit ce qu'il avait fait exactement. Il m'a dit « Si t'en parles à quelqu'un, je te tue ». Je savais qu'il allait voir Dana, et il le savait. 10 ans plus tard, il réalise également qu'il en va de sa responsabilité envers la famille Satterfield. Alors, il donne son nom à la police. Michael Pace. Ça ne m'empêche pas de lui en vouloir de nous avoir fait perdre autant de temps. Mais c'est tout à son honneur d'avoir pris ses responsabilités. Il a été un témoin excellent. La police peut enfin déposer une requête pour obtenir un échantillon de l'ADN de Vick. C'est sans aucun doute grâce à Michael Pace qu'on a pu obtenir un échantillon d'ADN de Jonathan Vick. Clairement, explicitement, c'est Michael Pace qui nous a permis d'obtenir son ADN. Le suspect vit toujours en Caroline du Sud après avoir servi 2 ans dans les Marines. J'ai ma femme et ma fille à mes côtés, c'est tout ce qui compte. Il avait eu près de 15 emplois différents. Chaque fois, il finissait par se faire licencier, ou on lui demandait de partir, parce qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques. Vick a déjà eu maille à partir avec la justice. Il avait déjà été arrêté une fois pour violence conjugale, les poursuites ont été abandonnées, et une autre fois pour dommages intentionnels, autrement dit vandalisme, les poursuites ont aussi été abandonnées. Aujourd'hui marié et père d'une petite fille, Vick nie toute implication dans le meurtre de Dana Satterfield. Quand il a été arrêté, il nous a dit qu'il ne la connaissait pas. Pourtant, l'ADN de Jonathan Vick correspond à celui qui a été recueilli sur le corps de Dana lors de son autopsie. J'étais soulagée parce que ce dossier était sur mon bureau depuis 10 ans. J'étais soulagée que ça corresponde. Chaque fois qu'on lisait une annonce ou un article, qu'on voyait à la télé quelque chose concernant l'affaire, aux infos ou autres, ça me contrariait. Maintenant c'est fini, je me sens beaucoup mieux. Les enquêteurs pensent que Dana Satterfield était la première victime de Vick, mais peut-être pas la dernière. Une autre connaissance de Jonathan Vick, Heather Renee Sellers, a mystérieusement disparu plusieurs années auparavant. Mademoiselle Sellers s'était fiancée avec lui quelques semaines avant sa disparition. La voiture d'Heather a été retrouvée au fond d'une rivière. L'enquête sur sa disparition est toujours en cours. En novembre 2005, Jonathan Vick est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Dana Satterfield. Tous les jurés, les uns après les autres, l'ont déclaré coupable. Ils savaient tous que c'était lui. Je n'oublierai jamais la manière dont il s'est exprimé. Après tout ça, il a encore fait preuve d'une arrogance incroyable. Un peu comme quelqu'un qui se disait « Comment pouvez-vous m'accuser, moi, un homme innocent? Comment ai-je pu être condamné pour ça ?» L'assassin de Dana court toujours, alors que moi je vais. Justice ne lui aura pas été rendue aujourd'hui. Et le juge a répondu « Vous allez passer le reste de vos jours en prison. » Je ne ressens aucune compassion pour lui ou pour sa mère, sa femme ou aucun membre de sa famille. Je n'ai aucune compassion pour eux parce qu'ils pensaient, et ils pensent toujours, qu'il est innocent.
Mais ils savent qu'il est coupable. Sa mère savait qu'il était coupable et elle n'a rien dit. C'est un menteur pathologique et un maniaque. Je n'ai aucune sympathie pour lui, mais il a eu droit à un procès équitable. Pour quelles raisons procureurs et policiers n'ont-ils pas poursuivi la piste fournie par Michael Pace, le dénonciateur anonyme? Car son témoignage était crédible. Et Jonathan Vick possédait une voiture en tout point semblable à celle décrite par Diane Harris, le témoin oculaire de la scène de crime. Cette légèreté a été lourde de conséquences. Elle a retardé de 10 ans la résolution de l'affaire. Mais plus grave encore, elle a permis aux prédateurs de sévir à nouveau. En 2002, Vick entretient une liaison amoureuse avec Heather Sellers, serveuse dans un restaurant. Le 24 septembre, le couple passe la soirée dans des bars de Spartanburg, en Caroline du Sud. Au petit jour, la jeune femme disparaît mystérieusement, personne ne la reverra et son corps ne sera jamais retrouvé. L'année suivante, Jonathan Vick agresse Cora Kent, une femme de 20 ans, avec laquelle il a envisagé de se marier. Alors cette dernière porte plainte et demande une protection policière. L'affaire est classée sans suite. Si Ashley Satterfield ne s'était pas rendu par hasard dans le garage où travaillait Michael Pace, et si ce dernier n'avait pas dénoncé une seconde fois son ex-ami, il est probable que Jonathan Vick aurait allongé la liste de ses meurtres et de ses agressions. Cette affaire pose encore une question fondamentale. Jusqu'où peuvent aller les policiers pour collecter des preuves à charge sans pour autant harceler les suspects et outrepasser leurs prérogatives? La frontière est ténue. Et comme on le sait, l'application des lois est souvent affaire d'interprétation et de discernement. C'est sur cette sorte d'interrogation que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.